Hier, le docteur Rita Salibi de Biblos au Liban, qui va nous présenter un cas d'hypogonadisme hypogonadotrope congénital un peu atypique. D'accord, donc je me présente, Rita Salibi, endocrinologue du Liban, et ce soir, on va discuter la prise en charge d'un hypogonadisme hypogonadotrope congénital révélé par des fractures à l'âge adulte chez un patient âgé de 21 ans, chez qui, dans un contexte de polytraumatisme, on retrouve sur les radiographies un retard d'ossification qui est sévère, donc comme on le voit ici, la non-soudure du cartilage de croissance. Et dans ce contexte, on découvre aussi un retard au niveau de l'âge osseux et une ostéoporose. Donc, il a été orienté en consultation d'endocrinologie pour éliminer un retard pubertaire. Donc, ce patient n'a pas d'antécédent particulier, mais il faut noter qu'il est en couple avec un désir de fertilité. Et au niveau de l'examen physique, donc, il a un IMC qui est normal, un stade pubertaire à A2, P2, G1. Il ne note pas de troubles de libido ni de l'érection, mais il note des érections sans éjaculation. De même, à l'interrogatoire, donc, il n'a pas d'anosmie et il s'agit alors d'un retard pubertaire chez un homme âgé de 21 ans, chez qui la biologie hormonale donc, montre aussi une testostéronémie qui est basse avec un taux de FSH et de LH qui est bas. Donc, il s'agit d'un hypogonadisme hypogonadotrope, mais avec une intégrité des autres axes hypophysaires. Un spermogramme a été réalisé dans ce contexte et montre une hypospermie ainsi qu'une azospermie. Et le complément d'examen montre aussi donc sur l'échographie une atrophie testiculaire. Et les autres tests comme l'IRM hypophysaire, le champ visuel et l'échographie rénale étaient normaux. L'étude génétique chez ce patient montre une variante sans impact du gène SOX10, donc un probable polymorphisme non pathogène. Et donc, au total, il s'agit d'un hypogonadisme hypogonadotrope congénital avec un désir d'enfant à court terme, d'où la mise en route d'un traitement par des gonadotrophines, donc FSH à une dose de 150 3 fois par semaine et HCG à une dose de 1500 2 fois par semaine. Après 3 mois de l'initiation du traitement, le patient commence à noter une amélioration clinique avec une normalisation de sa testostéronémie totale. De même, après 6 mois, on note une amélioration au niveau du spermogramme avec une augmentation du volume d'éjaculat et une apparition de spermatozoïdes dans le spermogramme. Et au total, donc en 2024, il était toujours sous HCG et sous FSH. On note qu'il y a eu 3 grossesses réussies, dont la première était à 1 an après l'initiation des gonadotrophines. De même, on note une normalisation du spermogramme avec une concentration de spermatozoïdes à 54 millions par millilitre. De même, on note une amélioration et une normalisation de la densité minérale osseuse et on a décidé de faire un passage à une supplémentation en testostérone vu l'absence de désir d'enfant additionnel. Donc, après notre cas clinique, donc, on va discuter, comme on a dit, l'hypogonadisme masculin, mais surtout la prise en charge de la fertilité dans ce contexte. Mais avant tout, on va faire un petit rappel rapide sur la physiologie testiculaire pour rappeler que la LH va agir sur les cellules de Leydig pour donner la testostérone et la FSH sur les cellules séminifères pour donner les spermatozoïdes. Et aussi, il faut faire un petit rappel sur les étiologies des hypogonadismes parce que la prise en charge de l'hypogonadisme va dépendre de son origine. Et ce soir, bien sûr, on va discuter essentiellement l'origine hypophysaire, hypothalamo-hypophysaire, qui peut être due à une cause congénitale, associée ou non à une anosmie, qui peut être aussi due à une cause organique, telle que les tumeurs de l'hypophyse, l'hémochromatose, ou une cause fonctionnelle, telle que l'hyperprolactinémie, les opioïdes, les stéroïdes anabolisants et les glucocorticoïdes. Donc, comme on a dit, la prise en charge de l'hypogonadisme va dépendre de l'origine, mais aussi du contexte du patient. Par exemple, en cas de patient qui n'a pas de désir de fertilité ou de paternité à court terme, on peut initier la testostérone parce que ça va permettre une virilisation du patient. Mais en cas de patient en âge prépubère, par exemple, ou en cas de désir de paternité à court terme, c'est mieux de commencer par les gonadotrophines parce que la testostérone, comme on sait, elle va provoquer un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire et donc ça ne va pas permettre une bonne spermatogenèse. D'où on va parler essentiellement donc maintenant des gonadotrophines dans le contexte de fertilité qui peuvent être assurées par l'administration pulsatile de GnRH mais qui est rarement utilisée soit par l'administration directe des gonadotrophines telles que la FSH 3 fois par semaine et la l'HCG ou la LH recombinante, donc selon disponibilité, 2 fois par semaine.
Et ces gonadotrophines, en fait, vont permettre l'induction de la puberté et l'induction de la spermatogénèse, qui d'habitude sont observées à partir de 6 mois jusqu'à 2 ans de l'initiation du traitement. Donc, comme on a dit, ça va permettre une induction de la puberté, surtout chez les garçons prépubères, par la croissance et la maturation testiculaire. Et en cas d'homme adulte, donc le traitement et le protocole des gonadotrophines, ça peut dépendre du volume testiculaire. Parce qu'en cas de volume testiculaire supérieur à 4 millilitres, on peut essayer par débuter un traitement par HCG seul. Mais s'il y a une persistance de l'azospermie 3 mois à 6 mois après l'initiation du traitement, c'est mieux d'associer HCG à FSH. Mais en cas de volume testiculaire initial inférieur à 4 millilitres, donc il faut débuter d'emblée l'association HCG et FSH. En fait, une étude a démontré qu'en cas d'association de bithérapie, donc HCG et FSH, ça donne des meilleurs résultats que la monothérapie en termes de croissance testiculaire et de production spermatique en cas d'hypogonadisme congénital. Et concernant donc l'efficacité des gonadotrophines à induire une bonne spermatogénèse, donc une étude a démontré que dans 90% des cas traités par des gonadotrophines, on a pu remarquer la production de spermatozoïdes détectables à partir du 15e mois. Et même dans 48% des cas, on a pu avoir plus que 20 millions par millilitre après 35 mois. Et dans 62% des cas, on a pu avoir une conception naturelle à 35 mois. Mais quels sont les facteurs pronostiques qui peuvent affecter ces résultats? En fait, on peut avoir des facteurs étiologiques, donc les cas acquis ont de meilleurs pronostics que les cas congénitaux. Là, en cas de cryptorchidie ou de faible volume testiculaire, d'habitude, on a de mauvais résultats. Et en fait aussi, on a l'androgénothérapie antérieure. Donc, ce point est controversé, mais il y a des études qui disent que ça peut retarder la spermatogénèse. Et enfin, donc, pour parler rapidement sur les effets secondaires, on a un pourcentage de gynécomastie, mais plus rarement une augmentation de l'hématocrit, d'où c'est important de garder les objectifs de testostérone dans les valeurs limites basses et la FSH entre 4 et 6. Et donc, enfin, as take-home messages, donc il faut toujours faire le diagnostic d'hypogonadisme, rechercher ses étiologies et traiter en fonction du contexte. Merci, c'est Merci fini. pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Alors, moi, j'avais une question, mais plus, c'est presque une question un peu existentielle, parce que là, du coup, ce patient, il a un hypogonadisme hypogonadotrope congénital. Bon, vous avez pas trouvé de gène, mais il y a quand même de fortes chances que ça soit génétique. J'imagine qu'à un moment ou un autre, il a dû vous poser la question de savoir si c'était transmissible ou pas, puisqu'il a eu des enfants. Et donc, voilà, je voulais savoir si ça s'était posé comme question et ce que vous lui aviez répondu en pratique, en termes de surveillance peut-être au niveau des enfants, ou enfin voilà. Exactement. En fait, le point, c'est que dans ce cas, il y a eu un retard de diagnostic chez ce patient, avec un retard au niveau du diagnostic et de la prise en charge de sa puberté. Donc, comme quoi, il s'agit peut-être probablement d'un hypogonadisme idiopathique où il y a un gène qu'on ne connaît pas. Donc, la meilleure stratégie, c'est la surveillance de ces enfants pour voir s'il y a un retard au niveau de la puberté, essentiellement. Dans sa famille, il n'y avait rien de notable, du coup. Non, il n'y a pas d'histoire d'infertilité dans sa famille ou de retard pubertaire. Et donc, juste si on reprend un peu votre séquence thérapeutique, donc ok, vous avez utilisé le traitement injectable puisqu'il y avait un souhait de paternité. Et du coup, je me rappelle plus en termes d'écart entre les différentes grossesses. Vous avez laissé ça au long cours, vous avez fait un relais intermédiaire par testostérone et vous avez repris derrière les injections. Oh non, en fait, on a gardé le traitement par des gonadotrophines à long cours parce que c'était le désir du patient quand même. Malgré que c'est plus difficile que le traitement par androtardil et tout ça. Mais il aimait garder la chance de garder l'espoir d'avoir des enfants encore plus, pour ne pas avoir un risque de ne pas avoir d'autres enfants. Et en termes de, alors on va peut-être pas prendre la première, mais en termes de deuxième grossesse, du coup, il y a eu une grossesse, je vais pas dire spontanée, mais il y a une grossesse qui est arrivée très très vite. Oui, exactement. Donc, mais il a eu une conception naturelle au deuxième et troisième enfant.
Alors, il y a une question, enfin, il y a un commentaire dans le chat sur spécifiquement la prise en charge des enfants et le fait de mettre des petites doses d'androtardil plutôt que de faire des protocoles combinés avec injectable, avec injection pour amorcer la puberté. Je ne sais pas si vous avez un commentaire de plus à faire sur ça. Oui. En fait, il y a des études qui disent que l'association FSH et testostérone n'améliore pas la bonne la spermatogenèse ou même la bonne maturation testiculaire. C'est surtout l'HCG qui est important, plus ou moins en association avec FSH. Très bien, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup pour ce cas et puis pour les trois cas qui ont été présentés. Je vais relaisser la parole aux deux chairs de ce webinaire. Merci. Ben, merci beaucoup, Frédéric. Merci aux présentateurs des trois cas cliniques. C'est toujours très dynamique et très intéressant. On a pris du retard, mais vous voyez, les participants sont toujours là parce que je pense que aussi bien les deux conférences que les trois cas cliniques ont passionné les participants. Euh, Vous allez recevoir, c'est très important de répondre, tous les participants, un questionnaire en ligne de satisfaction. Donc exprimez-vous parce que ça permettra d'ajuster les prochains webinaires. Et puis, je suis certain que Nabila Rekik Medjoub se joint à moi pour féliciter tout le monde et vous souhaiter une Parfaitement. Bon, je soirée. considère à mon tour que c'est un webinaire très bien réussi. Donc, grâce à ces présentations donc très intéressantes. Voilà, je félicite les deux conférencières, toutes les oratrices des cas cliniques pour leur belle présentation. Bien sûr, le professeur Castinetti pour avoir présidé donc cette séance des cas cliniques, toute l'équipe ESE, bien sûr, organisatrice. Et voilà, je remercie également tous les participants. Et voilà, je leur dis à bientôt pour un prochain webinaire de l'ESE Talks. Certainement. Bonne soirée. Bonne soirée.